Merci pour l'invitation. Je suis désolé pour l'extinction de voix qui n'est que minime, mais que vous allez constater. Les objectifs de cette présentation étaient de connaître les définitions d'une colite aiguë grave, d'en connaître les complications, de connaître le bilan à réaliser, et enfin la prise en charge thérapeutique devant une colite aiguë grave. Si je vois mes liens d'intérêt. Donc la colite aiguë grave, c'est une complication des Mickey coliques, bien plus souvent d'une rectocolite hémorragique et plus rarement d'une maladie de Crohn. C'est quand même à peu près 10, 15, voire 20% des malades selon les séries qui ont une maladie inflammatoire du côlon. Ça peut représenter une complication d'une Mickey déjà connue ou être le mode d'entrée dans la maladie. Ce qui est très important de noter, c'est que c'est une maladie mortelle. Certes, la mortalité a énormément chuté au cours des dernières décennies puisqu'elle concernait un malade sur 3 en 1950 et ne concerne plus que 1 à 3% des malades, mais ça reste une maladie mortelle qui est donc une urgence médico-chirurgicale. La mortalité a diminué, la chirurgie aussi. Si on s'intéresse à cette étude qui s'est intéressée au taux de colectomie dans les colites aiguës graves au cours des 40 dernières années, vous voyez que le nombre a significativement diminué. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'ils ont regardé les colectomies pour colites aiguës graves compliquées et pour les non compliquées. On voit que par le passé, les deux indications existaient. Aujourd'hui, la chirurgie, c'est quasi que les colites aiguës graves compliquées. Néanmoins, la chirurgie reste un traitement de choix et on va en reparler par la suite. Alors comment on définit une colite aiguë grave? La définition, c'est clinico-biologique et uniquement clinique et biologique. Il n'y a pas d'autres paramètres pour la définir. C'est les critères de Truelove et Witt qui ont été modifiés, qui sont bien connus, qui associent 6 selles sanglantes par jour avec au moins un critère mineur que sont la fièvre, la tachycardie, l'anémie, l'augmentation de l'AVS et l'hypoalbuminémie. Il y a un score qui est plus utilisé aujourd'hui, qui est le score de Lichtiger, qui sont les critères de Truelove et Witt modifiés, mais il faut savoir que le score de Lichtiger, initialement, a pour objectif d'évaluer l'efficacité d'un traitement et non pas de définir la colite aiguë grave. Mais dans certaines études et en pratique, il peut être utilisé pour définir une colite aiguë grave lorsqu'il est supérieur à 10. Alors quel bilan on doit faire devant une colite aiguë grave? Tout d'abord, il faut rechercher un facteur déclenchant si la Mickey est connue ou un facteur aggravant, et en particulier une surinfection, avec au premier plan et quasi uniquement à avoir en tête l'infection à Clostridium difficile. Comme vous le savez, il y a un travail qui a 10 ans maintenant, mais qui a été confirmé par d'autres données, mais aucune n'a été aussi puissante, sur les infections à Clostridium difficile dans les Mickey, hors Mickey et leur mortalité. Premier résultat de ce travail, d'abord, les infections à Clostridium difficile ont augmenté, en particulier chez les patients exposés au cours de RCH au cours des dernières décennies. Si on s'intéresse aux facteurs de risque de mortalité chez les patients hospitalisés pour Mickey ou pour Clostridium ou pour les deux, ce sont les patients qui ont un Clostridium sur une Mickey qui ont le plus gros facteur de risque de mortalité, 5 fois plus qu'une Mickey seule et 2 fois plus qu'un Clostridium hors Mickey. Donc c'est très important de l'identifier pour le traiter et les conséquences peuvent être graves. Enfin, dernier message de ce travail qui était très bien fait, comparant RCH et Crohn, qui ont des surinfections à Clostridium, plus de mortalité dans les RCH, plus d'endoscopie, plus de chirurgie en cas de surinfection Clostridium sur RCH que sur Crohn. Deuxième surinfection à rechercher, mais là c'est moins important, c'est plus débattu, c'est le CMV. Les marqueurs de réplication qui sont admis, c'est une PCR 100 positive ou des inclusions à l'anatomopathologie. Il faut savoir que ces marqueurs sont fluctuants dans le temps, ils peuvent disparaître sans même qu'on ait traité le CMV, ce qui fait que traiter le CMV, c'est très discuté aujourd'hui dans les colites de Mickey et en particulier sur RCH. Il y a probablement un intérêt à traiter le CMV en cas de RCH qui serait réfractaire aux corticoïdes. Enfin, le bilan de gravité, le scanner abdominopelvien aujourd'hui doit être systématique devant toute colite aiguë grave, et ça c'est très clair, et dès l'admission du malade, pour rechercher des critères de gravité ou des complications, en particulier la colectasie, qui est définie par un diamètre de plus de 6 cm du côlon en tout point. Vous pouvez avoir un exemple sur ces deux coupes de scanner. Pour rechercher aussi évidemment une perforation colique ou un abcès, la présence de l'un de ces signes étant une indication chirurgicale en urgence. Pour terminer, dans le bilan, on doit faire une endoscopie qui ne doit jamais être une coloscopie totale. La coloscopie totale en cas de colite aiguë grave a un risque élevé de colectasie et donc de perforation. Il doit donc s'agir d'une rectosigmoïdoscopie courte et prudente, avec des biopsies multiples pour l'anapathe et pour la bactério, et sur doit rechercher des signes de gravité, soit des ulcérations creusantes avec mise à nu de la musculeuse comme ici, des ulcérations en puits avec décollement muqueux, ou enfin une abrasion muqueuse qui est dite sévère quand elle est supérieure à 30% de la surface du segment. Ça a été longtemps débattu de savoir si la sévérité des lésions endoscopiques était prédictive ou non de la sévérité d'une colite aiguë grave. Et il y a un papier récent qui a montré que les patients qui avaient un score UCUS à plus de 5, donc des lésions considérées comme significatives et sévères, avaient significativement plus de colectomie de seconde ligne de traitement et de réhospitalisation,
Et quand on s'intéressait qu'aux critères de jugement colectomie, quand le score était élevé, la survie sans colectomie était beaucoup plus faible. Donc les lésions endoscopiques sévères, c'est un signe de sévérité qui est prédictif d'une évolution péjorative. En conclusion, pour le bilan à faire devant une colite aiguë grave, il faut identifier des facteurs de gravité et éliminer une complication. Il faut donc faire une bio standard. Il faut absolument faire un scanner et une rectosigmoïdoscopie, sauf s'il y a des contre-indications. Il faut absolument éliminer une surinfection digestive et en particulier Clostridium, car risque de mortalité et devant être absolument traité. Le CMV, ça reste discuté, probablement à rechercher en cas d'échec des corticoïdes. Et puis il faut bien sûr faire le bilan avant immunosuppresseur ou immunomodulateur qui risque d'être introduit. Alors le traitement, les différentes sociétés savantes ont un schéma général relativement clair. En première ligne, on va mettre des corticoïdes IV à 0,8 mg kg jour, max 60 mg. L'objectif de ce traitement, c'est d'avoir un score de l'IgG qui doit être inférieur à 10 et qui doit diminuer de 3 points par rapport au score initial. Il est très important de savoir qu'à J3, il y a des facteurs prédictifs d'échec qui peuvent être présents. S'ils sont présents, il faut changer de traitement. La deuxième ligne, on verra plus tard, c'est soit une chirurgie, soit un autre traitement médical. Et enfin, si à J3, J5, l'évolution est favorable, il faut relayer par des corticoïdes péros. Si l'évolution est défavorable, là aussi, évidemment, traitement de deuxième ligne. Attention, les complications, que ce soit à l'admission ou à n'importe quel moment d'évolution de la colite aiguë grave, perforation, colectasie, c'est une urgence chirurgicale. Et je vous rappelle que la colectomie en urgence, ça reste aujourd'hui le traitement de référence de la colite aiguë grave au cours d'une RCH. Ça doit être discuté à chaque étape de la prise en charge, à chaque ligne de traitement. L'objectif, c'est bien évidemment de sauver la vie du malade, et on parle d'une maladie qui, certes, la mortalité a baissé, mais reste de 1 à 3%, donc sauver la vie du malade, évidemment, pas son côlon. Les modalités dépendent du chirurgien, une colectomie avec une anastomosie iléo-anale en 2 ou 3 temps, et la mortalité de cette chirurgie est plus faible. Mais il est très important de noter cette étude, bien qu'ancienne, a montré que le temps passé en colite aiguë grave avant la chirurgie augmentait significativement la morbidité et la mortalité post-opératoire. Donc il ne faut pas laisser les gens en colite aiguë grave et il ne faut pas les opérer au bout de 3 semaines de colite aiguë grave. Alors il y a évidemment des avantages et des inconvénients à la chirurgie, c'est très difficile de les lister de manière dogmatique. Ce qui est dit souvent, c'est que si on opère un malade, on le guérit de CRCH, qui par définition ne touche que le rectum et le côlon. Attention bien sûr, beaucoup de papiers, beaucoup de données, on le sait, sur les séquelles fonctionnelles de l'AIA, altération significative de la qualité de vie chez plus de 40% des malades. La baisse de la fertilité après AIA est discutée aujourd'hui, mais reste un risque. Évidemment, l'avantage, c'est d'éliminer le risque de dysplasie et de cancer sur RCH. Et puis, l'arrêt théorique de tout traitement immunomodulateur, car en effet, il existe un risque de pochite chronique chez 20% des malades, ou d'erreurs diagnostiques au moment de la chirurgie avec une maladie de Crohn post-opératoire qui vont nécessiter un immunomodulateur. Alors en pratique, les recommandations européennes sont très claires. Une colite aiguë grave, le traitement de première ligne, c'est la corticothérapie intraveineuse. Cette corticothérapie intraveineuse permet d'obtenir une réponse chez 2 sur 3 malades, à 5 à 7 jours d'évolution. Au-delà de 5 à 7 jours, il ne faut pas, car il est dangereux de poursuivre le traitement s'il n'y a pas de réponse. Dès J3, il y a des critères prédictifs qui se nomment les critères de Travis, qui ont été montrés comme des facteurs d'échec, qui reposent sur le nombre de selles et la CRP. Je vous rappelle, en cas d'échec d'une corticothérapie, de rechercher à nouveau une surinfection, en particulier Clostridium difficile. Et il est vraiment important, une fois de plus, de noter qu'en cas d'échec des corticoïdes à J5, il faut absolument changer de traitement. Ça ne sert à rien de poursuivre au-delà. Il n'y aura pas de gain de réponse au-delà de J5. Il faut faire une deuxième ligne de traitement. Alors la question qui se pose, c'est quelle est cette deuxième ligne de traitement ? Et là, le consensus européen, il ne sert pas à grand-chose parce qu'il dit la chirurgie ou le traitement médical et il les met sur le même plan. Probablement, il ne peut pas trancher parce qu'on ne peut pas trancher et c'est quand même du cas par cas et on a des éléments de réponse. Alors évidemment, on va avoir des facteurs en faveur de la chirurgie, des facteurs en faveur du traitement médical. D'abord le terrain. En effet, l'âge, ça a été montré comme un risque de mortalité accru en cas de colite aiguë grave, en particulier au-delà de 50 ans, et puis vous voyez, c'est crescendo après. Donc probablement les personnes âgées, a fortiori au-delà de 60 ans, mais même au-delà de 50 ans, probablement il ne faut pas proposer une deuxième ligne de traitement médical en cas d'échec des corticoïdes. Pour résumer, mais c'est une décision au cas par cas, probablement les sujets âgés, la présence d'une complication, l'ancienneté de la RCH avec le risque de microcolie, de microrectie, de dysplasie, de cancer et l'existence d'un risque de cancer plaident évidemment en faveur d'une chirurgie. En faveur d'un traitement médical, les sujets jeunes, évidemment un doute sur une maladie de Crohn, puisque la récidive post-opératoire, comme on en a parlé, sera un problème majeur après une coloproctectomie totale. Puis les patientes qui ont un désir de grossesse restent quand même amputés en cas d'anastomose iléo-anale. Mais tout ça va dépendre de l'expérience médico-chirurgicale, et c'est vrai, et surtout évidemment de la préférence du malade, parce que c'est très très difficile de ne pas opérer un malade qui veut absolument être opéré, si après c'est compliqué.
Alors si on plaide en faveur d'une deuxième ligne d'un traitement médical, vous savez, après échec des corticoïdes, il y a deux options qui se posent aujourd'hui en France, c'est la cyclosporine ou l'infliximab. Comment trancher? On ne peut pas clairement trancher, mais pas mal d'études nous apportent quand même des résultats. La première que vous connaissez sûrement, c'est l'essai Sisyphe, qui a été mené par le GTED et piloté par David Lahari, qui s'est intéressé aux colites aiguës graves corticorésistantes. Les malades ont été randomisés en cyclosporine ou infliximab. Puis si ça marchait, ils avaient de l'Immurel en association à la cyclosporine ou à l'infliximab. Donc résultat de cette étude, publiée dans le Lancet, c'est qu'à J7 de cyclo ou d'infliximab, pas de différence si on regarde la baisse du Lig-IgG. Donc à court terme, résultat comparable. À moyen terme, à 3 mois, taux de colectomie égal dans le bras cyclosporine ou infliximab en cas d'échec des corticoïdes. Donc une étude qui conclut qu'il n'y a pas de supériorité de l'un ou de l'autre des traitements. Depuis cette étude, beaucoup d'études ont été publiées. Cette méta-analyse incluant 16 études, plus de 1400 malades. Une fois de plus, comme vous le voyez, pas de différence dans les essais randomisés sur le taux de colectomie à 3 et à 12 mois. En revanche, pour les essais non randomisés, il y a peut-être une supériorité de l'infliximab qui baisserait un peu le risque de colectomie. Puis enfin, ce qui vient un peu conclure cette discussion sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements, c'est une étude publiée dans le Lancet il y a 6 mois, qui a comparé là aussi cyclo ou infliximab en cas d'échec des corticoïdes. Résultat important, il y a plus de 250 malades inclus, ce qui est beaucoup plus que les autres études, randomisés en 2 bras, et pas de différence à moyen terme, à 2 ans en termes de colectomie, qu'on soit cyclo ou infliximab. Ça, c'est très intéressant. Et dans ces études, ils ont associé un critère de qualité de vie, et là encore, pas de différence. Donc en pratique, il n'y a pas de différence, semble-t-il, en termes d'efficacité à court et à moyen terme entre la cyclo ou l'infliximab si on ne répond pas aux corticoïdes. Probablement la cyclosporine se pose chez les malades naïfs d'immunosuppresseurs, et chez tous les autres malades, c'est probablement l'infliximab qui doit être prescrit. Alors l'infliximab, il est peut-être un peu sous-dosé dans les colites aiguës graves, du moins c'est suggéré dans pas mal d'études de cas. Et il y a ce travail qui a été publié dans Gastroentérologie il y a 2 ans qui a montré qu'il y avait une perte d'infliximab dans les selles due à l'exsudation plasmatique. En effet, ils ont pris des malades en colites aiguës graves et quand ils regardaient la réponse clinique ou endoscopique, ceux qui ne répondaient pas, là, qui sont en bordeaux, ils avaient beaucoup plus d'infliximab dans les selles. Donc ils perdent l'infliximab. Alors peut-être faudrait plus doser l'infliximab. En plus, il n'y a pas de corrélation entre les taux fécaux et les taux plasmatiques, donc on ne peut pas céder de taux plasmatiques. Donc il y a une étude qui a été publiée qui essaie partiellement de répondre à cette question pour savoir s'il ne faudrait pas optimiser en fait, l'infliximab, faire un schéma d'attaque plus important en cas de colite aiguë grave. Elle répond partiellement à la question. Ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude avant-après. Avant 2011, les patients ils ont su ce qui s'appelait standard dosing, donc infliximab S0 et 2 S6. Puis le bras accéléré, c'est 3 perfs d'infliximab sur 3 semaines. Dans cette étude, ça montre qu'en fait, la probabilité de colectomie en phase d'induction de traitement, elle est plus faible si on a un régime optimisé. En revanche, à moyen et à long terme, il n'y a pas de supériorité du bras optimisé. Donc bon, ça ne répond pas clairement, mais il y a peut-être une place pour l'optimisation de l'infliximab. Ce n'est pas possible de répondre à cette question. Il faut des études randomisées et prospectives pour pouvoir répondre. Alors qu'est-ce qu'on fait s'il y a un échec de la deuxième ligne de traitement médical, c'est-à-dire corticoïdes puis cyclo ou infliximab? Là, le consensus éco, il est très clair. Il dit que si le deuxième traitement ne marche pas, au bout de 4 à 7 jours, il faut faire une colectomie. Il y a un traitement de troisième ligne qui peut se poser. Évidemment, si on a reçu de la cyclo, ce serait l'infliximab ou inversement. Il n'est pas recommandé par le consensus européen, à l'exception des centres référents, ça en particulier en raison du risque infectieux à empiler des immunomodulateurs. Et puis, comme on l'a vu, le temps passé en colite aiguë grave, ça augmente la morbimortalité post-opératoire. Néanmoins, la question se pose, elle a été étudiée dans plusieurs études. L'étude la plus puissante, c'est une étude du GTED qui avait été pilotée par Sarah Leblanc, où donc les patients qui étaient en échec de cyclo recevaient de l'infliximab, ou inversement, en échec d'infliximab recevaient de la cyclo. Cette étude a montré que 1 an après la troisième ligne de traitement, il y a 40% des malades qui ne sont pas opérés. C'est assez important parce qu'il faut comprendre que c'est versus 100%. Si on ne fait pas de troisième ligne, on les opère. Problème quand même, c'est qu'il y a eu un mort, 5 infections sévères, donc ça a l'air de pouvoir marcher, du moins de sauver le côlon entre guillemets de 40% des malades, mais il y a un risque réel. Il y a une revue systématique qui inclut les 10 études qui se sont intéressées au même sujet, à la troisième ligne de traitement médical, et les résultats sont assez similaires à cette étude du GTED. En gros, à court terme, il y a 60% des malades qui répondent. À 1 an, il y en a 40% qui ne sont pas opérés. Donc, troisième ligne de traitement médical, ça permet presque, dans un cas sur 2, dans 40%, d'éviter la colectomie. Mais on retombe dans des risques d'infection 20%, une mortalité à 1%. Alors, une fois de plus, la mortalité post-opératoire, elle n'est pas nulle, c'est pas comparé à ça. Donc, ça veut dire que la troisième ligne, on peut l'envisager, mais que honnêtement, ça doit être dans des centres qui ont l'habitude de faire cette troisième ligne et chez des malades hautement sélectionnés.
En conclusion, la colite aiguë grave, c'est une maladie qui est grave, comme le dit son nom, mais elle met vraiment en jeu le pronostic vital. Et encore aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il y a 1 à 2% des patients qui meurent de colite aiguë grave. La définition de la colite aiguë grave n'est que clinique et biologique et elle repose sur les critères de Trulove et Witt. Sa prise en charge, elle est bien codifiée. Elle doit être absolument médico-chirurgicale et en centre hospitalier. Le scanner est obligatoire, il doit être réalisé dès l'admission du malade et en cas de suspicion d'aggravation pour rechercher une complication de type colectasie ou perforation. Le traitement de première ligne médicale, c'est la corticothérapie intraveineuse dans les formes non compliquées. En cas d'échec des corticoïdes, 2 options, la chirurgie ou un traitement médical par cyclosporine ou infliximab. Et si on fait un traitement médical, a priori, l'efficacité de la cyclosporine ou de l'infliximab est comparable. Une fois de plus, la cyclosporine ne peut se poser que si on est naïf d'immunosuppresseurs. Et pour terminer, la RCH en colite aiguë grave, c'est une prise en charge médico-chirurgicale. La colectomie doit donc être discutée à chaque étape de la prise en charge et ne doit surtout pas être envisagée comme le traitement de dernier recours. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cet exposé très complet, mais qui ne va pas manquer de susciter des questions. Il n'y a pas de questions au micro. Est-ce qu'on en a reçu par SMS? Ouais, j'ai des petites questions courtes. Donc, alors attends, ouais. Question sur le Clostridium. Est-ce qu'on peut débuter la corticothérapie sans risque en attendant la recherche de Clostridium? Donc la réponse, elle est un peu double. C'est que ça va très vite quand même, la recherche de Clostridium. Oui. Donc la question ne se pose pas vraiment. Mais dans un cas majeur où on aurait 4 heures de délai, ma réponse est oui, on peut. Mais la recherche de Clostridium, elle ne mettra jamais plus d'une journée, donc il n'y a pas de problème. En plus, il y a des séries de cas qui avaient montré que dans les colites à Clostri, les corticoïdes pouvaient aider. Je ne dis pas du tout que c'est le traitement, je dis juste que je pense qu'on peut le démarrer. Mais on aura de toute façon le résultat dans les heures qui suivent l'admission du patient, puisque c'est en milieu hospitalier une fois de plus. Question courte, pareil, concernant le CMV, avec un CMV sur le plan histologique, est-ce que ça contre-indique les anti-TNF ou les corticoïdes? Alors, pour être très honnête, on ne peut pas répondre à cette question de manière catégorique, c'est pas comme le Clostri. Moi, ma position, c'est que non. L'existence d'une colite à CMV, même anapathe, ne contre-indique en rien une deuxième ligne de traitement médical. Mais certains pensent qu'il faut traiter le CMV en association, voire même avant. Moi, honnêtement, je ne le fais pas. Mais je ne peux pas vous répondre de manière catégorique, parce que des gens pensent que oui, mais on n'a pas de données suffisantes pour conclure. Enfin, dernière question, s'il n'y en a pas. Est-ce qu'une hémorragie non contrôlée par le traitement médical doit faire envisager une colectomie en urgence? On a eu le cas cette semaine dans le service, donc c'est une très bonne question. Je crois que la réponse dépend évidemment de l'importance, de l'intensité, de la sévérité et de la tolérance de cette hémorragie. Je pense que dès l'instant où elle est grave, une fois de plus, il ne faut pas sauver le côlon. C'est pas du tout démago de dire ça. S'il y a un retentissement hémodynamique, selon moi, qui nécessite des catécholamines, il ne faut pas discuter, il faut absolument opérer le malade. En revanche, s'il y a des rectoragies importantes, même avec une anémie, mais que les culots sont bien pris, moi je pense que non, il n'y a pas de contre-indication au traitement médical. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous pour votre attention, les orateurs et l'ensemble du